Je m'appelle Myriam. J'ai 46 ans et pendant 23 années de mariage, j'ai cru connaître l'homme qui dormait à mes côtés. Henri, mon mari, le père absent de nos souvenirs, le commercial toujours en déplacement, celui qui revenait tard le soir en sentant un parfum qui n'était jamais le mien. Mais je l'aimais. Ou du moins, je m'étais convaincue que c'était de l'amour, cette habitude de partager un lit, des factures et un silence de plus en plus pesant. Je suis maîtresse d'école. J'enseigne à des enfants de CE2 dans une petite école du Havre. Chaque matin, je trace des lettres au tableau, je corrige des cahiers, j'essuie des larmes et je console des chagrins d'enfants. Ma vie est simple, ordonnée, prévisible, exactement comme j'aimais qu'elle soit. Discrète, sans vagues, sans éclat. Nous vivons dans un quartier résidentiel en banlieue du Havre. Des maisons alignées, des jardins bien entretenus, des voisins qui se saluent poliment le matin. Tout est propre, rangé, respectable. C'est exactement ce décor paisible qui a servi de toile de fond à la plus grande trahison de ma vie. Léa, notre voisine. 38 ans, mère de 2 enfants et un corps de magazine. Elle passait ses journées à la salle de sport pendant que ses gamins étaient à l'école. Chaque fois que je la croisais dans la rue, elle portait des leggings moulants et des brassières qui ne cachaient rien de ses abdominaux parfaitement dessinés. Elle souriait beaucoup, trop. Et Henri aussi, quand il la regardait. Au début, je n'y prêtais pas attention. Henri était comme ça, charmeur, séducteur. Il aimait plaire, c'était dans sa nature. Son métier dans l'import-export l'obligeait à être sociable, sympathique, à créer du lien. Je m'étais habituée à ces petits jeux de séduction innocents. Du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce soir de février, un soir où tout a basculé. Henri était censé être chez son frère, Jacques. Une soirée entre frères, m'avait-il dit. Jacques habitait à 20 minutes de chez nous, et ses retrouvailles étaient fréquentes. Trop fréquentes, avec le recul. Mais ce soir-là, Jacques m'a appelé. Il cherchait Henri. Il avait besoin de lui pour un problème urgent avec sa voiture. Mon cœur s'est arrêté. « Mais Henri est chez toi ?» ai-je murmuré, la gorge serrée. Le silence, au bout du fil, m'a tout dit. Jacques a bafouillé une excuse maladroite avant de raccrocher. À ce moment précis, j'ai compris. J'ai compris que mon mari me mentait, que son propre frère le couvrait. Et j'ai compris, avec une clarté glaciale, où Henri devait se trouver. J'ai enfilé un manteau, attrapé mes clés, et je suis sortie dans la nuit froide. La maison de Léa était à 50 mètres de la nôtre. Les lumières du salon étaient éteintes, mais une lueur douce brillait à l'étage. Dans sa chambre. Je me suis approchée. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes oreilles. J'ai contourné la maison, je me suis glissée dans l'ombre du jardin, et j'ai levé les yeux vers la fenêtre entr'ouverte. Et je les ai vus. Henri, Léa, leurs corps entrelacés, leur rire étouffé, leur complicité obscène. Je suis restée là, figée, incapable de bouger, de respirer, de crier. Une partie de moi voulait tambouriner à la porte, hurler, tout détruire. Mais une autre partie, plus profonde, plus froide, m'a retenue. Non, la colère est bruyante. La vengeance, elle, est silencieuse. Je suis rentrée chez moi, j'ai refermé la porte doucement et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis rappelé une histoire de vengeance froide que j'avais écoutée en allant au travail. Un audio sur une chaîne YouTube. Comment s'appelait cette chaîne déjà ? Ah oui, Karma Histoire. Je me connectais à cette chaîne et j'allais pouvoir commencer à préparer une vengeance. Froide ? Peut-être pas si froide que ça. Les jours suivants ont été étranges. Je continuais ma vie comme si de rien n'était. Je préparais le petit déjeuner, je corrigeais mes copies, je souriais à Henri quand il rentrait. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Ou plutôt, quelque chose s'était réveillé. J'observais. Chaque détail, chaque geste, chaque mensonge. Henri rentrait de plus en plus tard. Il inventait des réunions, des clients à voir, des dossiers urgents. Mais son parfum trahissait toujours la vérité. Ce n'était pas l'odeur du bureau, c'était celle de Léa, sucrée, entêtante, insupportable. Un matin, je l'ai croisé dans la rue.
Elle promenait son chien, tout sourire, ses écouteurs dans les oreilles. Elle m'a fait un signe de la main, amical, innocent, comme si elle ne venait de détruire mon mariage. « Bonjour Myriam, belle journée, n'est-ce pas ?» J'ai souri. « Magnifique Léa, magnifique. » Elle ne pouvait pas savoir, elle ne pouvait deviner que derrière mon sourire poli se cachait une rage froide, méthodique, patiente. Ce soir-là, Henri est rentré à 22h. Il a prétexté un dîner avec un client. J'ai hoché la tête, servi leur repas que j'avais préparé, et je l'ai regardé manger. Il parlait de sa journée, de ses affaires, de ses projets. Il mentait avec une aisance déconcertante. « Tu as l'air fatigué ?» ai-je remarqué doucement. Il a haussé les épaules. « Le boulot, tu sais, c'est intense en ce moment. »« Tu devrais faire attention à ta santé. À notre âge, il faut prendre soin de soi. » Il a ri. « Ne t'inquiète pas, je vais bien. » Mais il n'allait pas bien. Pas pour longtemps. J'ai commencé à noter tout dans un petit carnet que je gardais caché au fond de mon armoire. Les horaires de ses départs, les excuses qu'il inventait, les fois où il rentrait avec les cheveux encore humides d'une douche prise ailleurs, les messages qu'il cachait en détournant son téléphone quand j'ai passé près de lui. Un soir, alors qu'il dormait profondément, j'ai pris son téléphone. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains ne tremblaient pas. J'ai trouvé les messages. Des dizaines, des centaines peut-être, entre lui et Léa. Des mots doux, des rendez-vous secrets, des photos que je n'aurais jamais dû voir. J'ai tout lu, chaque mot, chaque phrase, chaque trahison. Et j'ai tout mémorisé. Puis j'ai remis le téléphone exactement où je l'avais trouvé et je suis retournée me coucher à côté de lui. Il ronflait doucement, innocent dans son sommeil, comme si de rien n'était. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond dans l'obscurité et j'ai commencé à échafauder mon plan. J'ai toujours été une femme discrète, organisée, méthodique. C'est ce qui fait de moi une bonne enseignante. Et c'est ce qui allait faire de moi une vengeresse redoutable. Le lendemain matin, après qu'Henri soit parti travailler, je me suis installée devant mon ordinateur. J'ai commencé mes recherches. Internet regorge d'informations si on sait où chercher. J'ai lu des articles médicaux, des forums, des témoignages. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Les troubles érectiles, les causes, les traitements, mais surtout les substances qui pouvaient les provoquer. Certains antihistaminiques, certains antidépresseurs, certains médicaments contre l'hypertension, même certains compléments alimentaires naturels, pris en combinaison, pouvaient avoir des effets indésirables. J'ai pris des notes, beaucoup de notes. Henri, dans sa quête éternelle de jeunesse et de performance, prenait déjà toute une batterie de compléments. Des vitamines pour l'énergie, du magnésium pour le stress, du ginseng pour la vitalité, de la maca pour ce qu'il faisait avec Léa sans doute. Chaque matin, il avalait ses gélules avec son café, sans même les regarder. C'était devenu un rituel automatique, une routine dont il ne se méfiait plus. C'était ma faille, mon point d'entrée. J'ai passé des heures à lire des études scientifiques, à comprendre les interactions médicamenteuses, à identifier les plantes qui, mélangées d'une certaine manière, pouvaient causer exactement ce que je cherchais. Il me fallait quelque chose d'efficace, mais pas dangereux. Je ne voulais pas le tuer, je voulais juste le diminuer, l'humilier, lui faire ressentir une fraction de la douleur qu'il m'infligeait. J'ai trouvé ce qu'il me fallait sur un site de phytothérapie. Des extraits de certaines plantes connues pour leurs effets calmants, trop calmants. Des inhibiteurs naturels qui, combinés correctement, pouvaient temporairement affecter la circulation sanguine dans certaines zones spécifiques. J'ai commandé en ligne, sous un faux nom, avec une adresse de livraison différente, une consigne automatique dans une pharmacie à 30 km de chez nous.
Je n'allais prendre aucun risque. Une semaine plus tard, j'ai fait le trajet à mercredi après-midi, pendant qu'Henri était au travail. J'ai récupéré mon colis. Des gélules identiques en apparence à celles qu'Henri prenait, mais à l'intérieur, un mélange bien différent. En rentrant à la maison, j'ai verrouillé la porte de la salle de bain. J'ai vidé les anciennes gélules d'Henri dans un sachet que j'ai caché au fond du garage. Puis j'ai remplacé chaque gélule, une par mes nouvelles préparations. Le travail était minutieux, précis. Je ne pouvais pas me permettre la moindre erreur. Quand j'ai eu terminé, j'ai remis le flacon exactement à sa place, dans l'armoire de la salle de bain, entre la brosse à dents électrique et le déodorant. Puis, j'ai attendu. Le lendemain matin, Henri a pris ses gélules, comme d'habitude. Il ne s'est douté de rien. Il est parti au travail avec son sourire de séducteur, son téléphone dans la poche, probablement déjà en train de prévoir son prochain rendez-vous avec Léa. J'ai souri en lavant sa tasse de café. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai observé. Henri semblait normal, peut-être un peu plus fatigué le soir, un peu moins énergique, mais rien d'alarmant. Et puis, 3 jours plus tard, j'ai remarqué un changement. Il était nerveux, agité. Il passait de longs moments dans la salle de bain, il consultait son téléphone avec une insistance inhabituelle et surtout, il évitait mon regard. Un soir, il est parti chez Jacques, encore. Il a prétexté une partie de cartes entre hommes. J'ai hoché la tête, l'air de rien. Il est rentré 2 heures plus tard, pas 4 ou 5 comme d'habitude, 2 heures seulement. Et son visage était fermé, tendu, contrarié. « Ça s'est bien passé ?» ai-je demandé innocemment depuis le canapé où je lisais. « Oui », a-t-il grogné en montant directement à l'étage. J'ai entendu la porte de la salle de bain claquer, puis l'eau couler longtemps. J'ai souri dans mon livre. La première phase fonctionnait. Les jours qui ont suivi ont été encore plus révélateurs. Henri est devenu irritable. Il claquait les portes, il répondait sèchement, il évitait les conversations et surtout, il évitait mon regard. Un matin, je l'ai surpris dans la salle de bain, penché sur son téléphone, en train de taper frénétiquement quelque chose. Quand il m'a entendu, il a sursauté et a caché l'écran. « Tout va bien ?» ai-je demandé doucement. « Oui, je cherche juste des informations pour le boulot. » Je savais exactement ce qu'il cherchait. Des explications, des solutions, des remèdes à son problème. J'ai continué à jouer la parfaite épouse, attentionnée, douce, compréhensive. « Tu travailles trop, mon chéri, lui ai-je dit un soir en lui servant son dîner. Le stress n'est pas bon pour la santé. Tu devrais peut-être consulter un médecin. » Il a failli s'étrangler avec sa bouchée. « Non, je veux dire, ce n'est pas nécessaire, je vais bien. »« Tu es sûr ? Tu me sembles tendu ces derniers temps. » Il a détourné les yeux. « C'est juste le boulot, ça va passer. » Mais ça ne passait pas. Et ça n'allait pas passer. Une semaine plus tard, j'ai croisé Léa dans le parking du supermarché. Elle chargeait ses courses dans le coffre de sa voiture, son éternel sourire aux lèvres. Mais quand elle m'a vue, j'ai remarqué quelque chose. Une légère crispation, une ombre dans son regard. « Bonjour Léa !» a-t-elle lancé, avec un enthousiasme un peu forcé. « Bonjour Léa, comment vas-tu ?»« Très bien, et toi ?»« Merveilleusement bien », ai-je répondu, en la regardant droit dans les yeux. « Henri et moi sommes très heureux en ce moment, très proches. » Elle a sillé. « Oh, c'est bien. » « Oui, on redécouvre notre complicité, tu vois. Après toutes ces années, c'est important de raviver la flamme. » Son sourire s'est figé. « Absolument. Et ton mari, il va bien ? » ?»« Oui, très bien. Il travaille beaucoup. » »« C'est bien. Le travail, c'est important. Ça évite les distractions. » J'ai souri. Elle a détourné le regard. « Bon, je dois y aller, » a-t-elle dit précipitamment. « Les enfants m'attendent. »« Bien sûr. Bonne journée, Léa. » Je suis rentrée chez moi avec mes courses. Henri était dans le salon, affalé sur le canapé, l'air abattu. « Chérie ?» ai-je appelé en déposant les sacs dans la cuisine. « Tu es rentrée tôt ?» J'avais mal à la tête, marmonna-t-il. « Oh, mon pauvre, tu veux que je te prépare une tisane ?»« Non, laisse-moi tranquille. » J'ai haussé les épaules et j'ai commencé à ranger les courses. Mais dans ma quête, je souriais. Henri était en train de s'effondrer. Lentement. Sûrement.
Et je n'étais loin d'avoir terminé, parce que la phase 2 allait être encore plus brûlante. Les semaines suivantes ont été délicieuses à observer. Henri devenait de plus en plus irritable. Il consultait son téléphone nerveusement, évitait mon regard, passait de longues minutes enfermé dans la salle de bain. Je savais exactement ce qui se passait, et je savourais chaque instant. Mais quelque chose en moi voulait aller plus loin. La frustration physique qu'il éprouvait n'était qu'un début. Je voulais qu'il ressente le chaos complet, le manque de contrôle, la désorientation totale, comme je l'avais ressenti moi-même pendant tous ces mois où il me mentait. Un soir, alors qu'il était à nouveau chez Jacques, j'ai reçu un message de Léa, sur le groupe WhatsApp du quartier. Une photo d'elle en tenue de yoga, tout sourire. « Nouvelle routine, qui veut se joindre à moi ?» J'ai fixé l'écran. Elle continuait sa vie comme si de rien n'était. Belle, insouciante, voleuse. C'est ce soir-là que j'ai décidé de passer à la phase suivante. Henri, comme beaucoup d'hommes de son âge, prenait des médicaments. Rien de grave, un traitement léger pour le cholestérol, des comprimés pour la circulation sanguine et depuis quelques mois, des somnifères occasionnels pour les nuits où le stress l'empêchait de dormir. Il les rangeait tous dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain. Des boîtes bien alignées, des plaquettes qu'il consultait à peine. Il avalait ses pilules machinalement, le matin et le soir, sans vraiment y prêter attention. C'était ma nouvelle faille. J'ai commencé mes recherches. Encore une fois, Internet regorge d'informations pour qui sait chercher. J'ai découvert qu'inverser le rythme circadien d'une personne était plus simple qu'on ne le pense. Il suffit de jouer avec les bonnes substances, au bon moment. Les somnifères qu'Henri prenait occasionnellement le soir contenaient de la doxylamine, un antihistaminique puissant qui provoque une somnolence intense. S'il en prenait le matin au lieu du soir, il passerait sa journée dans un brouillard constant. Et pour les nuits, j'avais trouvé autre chose. Des compléments énergétiques à base de caféine, de guarana et taurine, le genre de cocktail qu'on trouve dans les boissons énergisantes. Sauf qu'en gélule, on ne le goûte pas. Et en dose suffisante, pris le soir, il transforme n'importe quelle nuit en cauchemar d'insomnie. J'ai commandé ce qu'il me fallait, toujours sous un faux nom, toujours dans une consigne différente. Une semaine plus tard, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Un mercredi matin, pendant qu'Henri était sous la douche, je suis passée à l'action. J'ai vidé ces gélules de compléments vitaminiques du matin. À la place, j'ai inséré de la poudre de somnifère, juste assez pour provoquer une somnolence modérée mais persistante. Pas assez pour qu'il s'endorme au volant, mais suffisamment pour qu'il se sente constamment épuisé, lent, déconnecté. Et dans ses comprimés du soir, ceux qu'il prenait avec son dîner, j'ai ajouté mon mélange énergétique, de la caféine pure, du guarana concentré, de la taurine. Le tout broyé finement et incorporé dans ses gélules habituelles. J'ai tout remis en place, parfaitement, invisible. Le lendemain matin, Henri a pris ses vitamines comme d'habitude, puis il est parti travailler. À midi, il m'a envoyé un message. « Je me sens bizarre, très fatiguée. Je vais peut-être rentrer plus tôt. » J'ai souri en lisant le SMS. « Pauvre chérie, tu devrais te reposer. Le stress te fatigue trop. » Il est rentré à 17h, chose rarissime pour lui. Il avait le teint gris, les yeux mi-clos, les gestes ralentis. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive », a-t-il marmonné en s'affalant sur le canapé. « J'ai dormi comme une souche cette nuit, mais je suis épuisée. »« Tu travailles trop, mon chéri. Ton corps te rappelle à l'ordre. Tu veux que je te prépare une tisane ? Non, je vais juste me reposer un peu. » Il s'est endormi sur le canapé à 18h. Je l'ai laissé dormir 1 heure, puis je l'ai réveillé pour le dîner. « Tu dois manger quelque chose et prendre tes médicaments. » Il a mangé du bout des lèvres, puis a avalé ses comprimés du soir, ceux qui contenaient mon cocktail énergétique. « Je vais me coucher tôt », a-t-il dit en montant vers 21h. « J'ai besoin d'une bonne nuit. »
Je n'ai rien répondu. J'ai juste souri. À 23h, je suis montée me coucher à mon tour. Henri était allongé dans le lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. « Tu ne dors pas ?» ai-je demandé innocemment. Je n'arrive pas. C'est bizarre. J'étais épuisée il y a 2 heures et maintenant je me sens agitée. Mon cœur bat vite. C'est sans doute l'anxiété. Tu es trop stressée. Essaye de te détendre. Je me suis couchée et j'ai éteint ma lampe de chevet. Henri est resté éveillé. Je l'entendais bouger, se retourner, soupirer. À 1h du matin, il était toujours réveillé. À 2h aussi. À 3h, je l'ai entendu descendre, puis remonter, puis redescendre. Le lendemain matin, quand mon réveil a sonné à 6h30, Henri avait l'air d'un mort-vivant. Des cernes noires sous les yeux, le teint cireux, les mains tremblantes. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je ne comprends pas. Je suis épuisée, mais je ne peux pas dormir. Tu devrais consulter un médecin, mon chéri. Ce n'est pas normal. Oui, tu as raison. Mais il n'est pas allé voir de médecin. Il a pris ses vitamines du matin. Et le cycle a recommencé. Journée épuisante, soirée agitée, nuit blanche. Jour après jour. Après 1 semaine de ce régime, Henri était au bord de l'effondrement. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il dormait par intermittence pendant la journée, s'assoupissant dans sa voiture, pendant les réunions, même au restaurant. Puis, dès que le soir tombait, une énergie nerveuse et désagréable s'emparait de lui. Il ne tenait pas en place. Il arpentait la maison. Il fixait la télévision sans la voir. Il consultait son téléphone compulsivement. Et surtout, il ne dormait plus. « Je vais devenir fou », m'a-t-il dit un soir, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, Myriam. Je suis épuisé, mais je ne peux pas dormir. Et la journée, je m'endors partout. »« Tu devrais vraiment voir un médecin », ai-je répété avec sollicitude. « Peut-être un spécialiste du sommeil ?»« Oui, je vais prendre rendez-vous. » Mais il ne prenait jamais rendez-vous. Il était trop désorganisé, trop épuisé pour s'en occuper. Son travail en souffrait, ses clients se plaignaient. Son patron l'avait convoqué pour lui demander s'il avait des problèmes personnels. Et Léa avait essayé de le contacter. Je le savais parce que j'avais continué ma surveillance nocturne de son téléphone. Des messages inquiets. « Henri, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne réponds plus. Tu me fuis ? On devait se voir, tu as oublié ?» Henri lui avait répondu de manière confuse, décousue. « Désolé, pas en forme. Problème de santé. On se voit bientôt. » Mais il n'allait pas la voir. Il n'avait plus l'énergie, plus la lucidité. Il était pris dans un brouillard permanent, oscillant entre somnolence diurne et agitation nocturne. Un soir, alors qu'il était particulièrement agité, marchant de long en large dans le salon à minuit passé, je suis descendu. « Henri, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas finir par tomber malade. »« Je suis déjà malade, » a-t-il explosé. « Je ne sais pas ce que j'ai, mais quelque chose ne va pas. »« Alors va voir un médecin, demain, première chose. » D'accord. Le lendemain, il a pris rendez-vous aux urgences. Il ne pouvait plus attendre. Il était au bout du rouleau. Je l'ai accompagné. L'épouse dévouée, inquiète pour son mari. Le médecin urgentiste l'a ausculté, pris sa tension, écouté son cœur, posé des questions. « Vous prenez des médicaments ? » ?»« Oui, pour le cholestérol et des vitamines. »« Des excitants ? Café, boissons énergisantes ? » ?»« Non, rien de tout ça. »« C'est étrange. Votre rythme cardiaque est légèrement élevé, mais rien d'inquiétant. Vous semblez surtout épuisé. Depuis combien de temps ne dormez-vous plus ? 1 semaine, peut-être plus ? Je ne sais plus. » Le médecin a froncé le sourcil. « Je vais vous prescrire des examens. Prise de sang complète. Et je vous donne un somnifère plus fort pour vous aider à dormir. » Henri a hoché la tête, trop fatigué pour argumenter. Nous sommes rentrés, avec l'ordonnance. Henri a acheté son nouveau somnifère. Et ce soir-là, il l'a pris avec espoir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il dormait enfin, grâce à ce médicament puissant qui avait contrecarré mon cocktail énergétique, j'étais déjà en train de planifier la suite. Parce que le repos n'allait pas durer,
J'allais le laisser dormir 2 ou 3 nuits. Le temps qu'il reprenne des forces, le temps qu'il retrouve un semblant de lucidité. Et ensuite, j'allais passer à la phase finale de mon plan. Celle avec l'huile pimentée. Pendant ces quelques jours de répit, Henri a commencé à se redresser. Il dormait mieux, il reprenait des couleurs, il recommençait à sourire. Et il recommençait à envoyer des messages à Léa. Je les lisais, la nuit, pendant qu'il dormait profondément grâce à son nouveau somnifère. Désolée pour cette dernière semaine, j'ai eu des problèmes de santé, mais ça va mieux maintenant. Tu me manques. On peut se voir bientôt ? Léa répondait avec enthousiasme. Oui, j'avais peur que tu ne veuilles plus me voir. Jamais. Tu es spécial. J'ai refermé le téléphone avec un sourire glacé. Parfait, il reprenait confiance. Il se croyait tiré d'affaire, il pensait que ses problèmes de santé étaient résolus. Il allait bientôt découvrir à quel point il se trompait. Le lendemain soir, pendant qu'Henri prenait sa douche en sifflotant, visiblement revigoré par ses nuits de sommeil réparateur, je suis entrée dans son bureau. Sa mallette était là, comme toujours. Je l'ai ouverte. Les préservatifs étaient toujours au même endroit, sous le rapport commercial. J'ai sorti la boîte, j'ai compté 12 préservatifs. Il en manquait toujours 3. Il n'en avait pas utilisé pendant sa période de chaos. Trop épuisé pour ça. Mais maintenant qu'il allait mieux, il allait recommencer. J'ai pris mon petit flacon d'huile de capsaïcine, celui que j'avais caché au fond du placard à épices. Et j'ai commencé mon travail. Un par un, j'ai ouvert les emballages. Un par un, j'ai appliqué l'huile pimentée à l'intérieur de chaque préservatif. Une fine couche, invisible, mortelle. Le travail était minutieux, précis, presque méditatif. Quand j'ai eu terminé, j'ai tout remis en place, exactement comme avant. Henri a fini sa douche, il est descendu, l'air détendu, heureux même. « Tu veux regarder un film ce soir ?» a-t-il proposé. « Pourquoi pas ?» ai-je répondu avec un sourire doux. Nous avons regardé un film. Henri s'est endormi sur le canapé vers 23h. Je l'ai réveillé doucement. « Va te coucher, mon chéri, tu as besoin de repos. » Il est monté, docile. 2 jours plus tard, un vendredi soir, Henri m'a annoncé qu'il avait un dîner d'affaires tardif. « D'accord », ai-je dit simplement. « Amuse-toi bien. » Il est parti vers 19h, parfumé, souriant, confiant. Je me suis installée dans le salon avec un livre et j'ai attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Vers 23h15, mon téléphone a vibré. Un appel de Jacques. Mon cœur a bondi. J'ai décroché. « Myriam ?» Sa voix était paniquée, essoufflée. « Jacques, qu'y a-t-il ?»« C'est Henri, il est aux urgences. » Je fermai les yeux. Enfin. « Aux urgences ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne sais pas exactement. Il m'a appelé, complètement affolé. Il avait des douleurs, des brûlures intimes. Je suis allée le chercher et je l'ai emmené à l'hôpital. Des brûlures ? J'ai mis juste ce qu'il fallait d'inquiétude dans ma voix. Mon Dieu, où êtes-vous ? Hôpital Jacques Monod, service des urgences. J'arrive tout de suite. J'ai raccroché et pendant quelques secondes, je suis restée immobile dans le silence de ma maison. Puis, j'ai souri. Lentement, profondément. La vengeance a parfois un goût très doux. J'ai pris mon manteau, mes clés et je suis partie rejoindre mon mari à l'hôpital. L'hôpital Jacques Monod était calme à cette heure tardive. Les néons blancs du service des urgences donnaient à tout un aspect froid, aseptisé. J'ai traversé les couloirs d'un pas décidé, le visage grave, jouant parfaitement mon rôle d'épouse inquiète. Jacques faisait les 100 pas dans la salle d'attente. Quand il m'a vue, il s'est précipité vers moi. « Myriam, je suis désolée de t'avoir appelé si tard. Henri est avec les médecins. » « Que s'est-il passé exactement ?» ai-je demandé en posant une main sur son bras. Jacques avait l'air profondément mal à l'aise. Il évitait mon regard. Il ne m'a pas tout dit,
mais apparemment, il a eu une réaction violente à quelque chose. Une allergie, peut-être. Il souffrait beaucoup. Une allergie ? J'ai froncé les sourcils. Parfaite dans mon rôle. À quoi ? Je ne sais pas. Les médecins essayent de comprendre. Nous avons attendu. 20 minutes. 30 minutes. Jacques tournait en rond, nerveux. Moi, j'étais assise calmement, les mains croisées sur mes genoux. Enfin, une infirmière est sortie. « Famille de Monsieur Dalvers ?» Nous nous sommes levés. « Vous pouvez le voir. Chambre 12. Il va bien, mais il a besoin de repos. » Nous avons suivi l'infirmière dans le couloir. Mon cœur battait vite, mais pas de peur, d'excitation. J'allais enfin voir le résultat de mon œuvre. Henri était allongé sur un lit d'hôpital, une perfusion dans le bras, le visage livide. Quand il m'a vu entrer, ses yeux se sont écarquillés, une lueur de panique y est passée. « Henri !» me suis-je exclamé en me précipitant à son chevet. « Mon Dieu, que s'est-il passé ?» Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il regardait Jacques, puis moi, puis Jacques à nouveau. « Henri, tu m'as fait une de ces peurs ?» Et je continuais en prenant sa main. « Jacques m'a dit que tu avais eu une réaction allergique ?» Oui, une réaction à un produit. « Quel produit ? Tu as mangé quelque chose d'inhabituel ? Utilisé un nouveau savon ? » Non, Jacques s'est approché. Les médecins ont dit qu'il fallait identifier l'allergène pour éviter que ça se reproduise. Henri, tu dois nous dire ce que tu as fait ce soir. Tu n'étais pas à ton dîner d'affaires, visiblement. Le silence s'est abattu dans la chambre. Henri transpirait. Il évitait nos regards. J'avais un rendez-vous. Personnel. Un rendez-vous ? Ai-je répété doucement. Quel genre de rendez-vous ? Il a serré les mâchoires. Ce n'est pas important. Henri, ai-je dit en me penchant vers lui, ma voix douce comme du miel empoisonné, si tu as utilisé quelque chose qui t'a fait réagir ainsi, il faut le dire, pour ta santé. Ces dernières semaines ont déjà été difficiles avec tes problèmes de sommeil. Maintenant ça... Ses yeux ont rencontré les miens, et là j'ai vu qu'il commençait à comprendre. Les problèmes de sommeil, les troubles érectiles, et maintenant ça, c'était trop de coïncidences. J'utiliserai plus le même produit, a-t-il fini par dire, la voix tremblante. Jacques nous regardait, perplexe. Quel produit ? Laisse tomber, a coupé Henri d'un ton sec. C'est personnel. L'infirmière est entrée à ce moment-là avec des documents. Monsieur Dalvers peut rentrer chez lui. Nous lui avons prescrit une crème apaisante et des anti-inflammatoires. Il doit revenir si les symptômes persistent. Merci, ai-je dit avec un sourire reconnaissant. Je vais m'occuper de lui. Jacques a proposé de nous raccompagner, mais Henri a refusé sèchement. Nous avons pris un taxi. Pendant le trajet du retour, Henri n'a pas prononcé un mot. Il fixait la route, le visage fermé, le corps raide. Je voyais dans ses yeux qu'il réfléchissait, qu'il connectait les points. Les vitamines qui le rendaient somnolent le jour, les comprimés du soir qui l'empêchaient de dormir la nuit, et maintenant les préservatifs piégés. Une fois à maison, Henri est monté directement à l'étage sans me regarder. J'ai entendu la porte de la chambre se refermer, puis celle de la salle de bain. Je suis resté en bas, dans la cuisine. J'ai préparé une tisane. Et j'ai attendu. 1 heure plus tard, Henri est redescendu. Il était en pyjama, les cheveux humides, le visage marqué par la douleur et l'humiliation, mais surtout par la compréhension. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Nous sommes restés là, face à face, en silence. « Myriam ? Oui ? Tu savais ? » J'ai bu une gorgée de ma tisane. Je savais quoi, Henri ? Pour Léa, me dit-il. Le nom est tombé entre nous comme une bombe. Mais je n'ai pas bronché. Léa, notre voisine ? Ai-je dit calmement. Il a hoché la tête, incapable de parler. Oui, Henri. Je savais. Ses épaules se sont affaissées.
Depuis quand? Depuis le début. Depuis cette soirée de février où tu étais censé être chez Jacques. Il a fermé les yeux et tu n'as rien dit? Non, je n'ai rien dit. J'ai reposé ma tasse doucement. Mais j'ai agi. Ses yeux se sont ouverts, brusquement. La panique y brillait à nouveau. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tes compléments alimentaires du matin, les somnifères que j'ai mis dedans, tes comprimés du soir, les excitants que j'y ajoutais, tes nuits blanches, tes journées de zombies, et maintenant tes préservatifs, tout ça, c'était moi. Le sang a quitté son visage. Il s'est appuyé contre le mur, comme si ses jambes ne le portaient plus. Tu m'as drogué pendant des semaines? Drogué? Non, Henri. Je t'ai juste fait expérimenter le chaos, le manque de contrôle, la désorientation, tout ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert que tu me trompais. Mais pourquoi les médicaments inversés? Pourquoi me torturer comme ça? Parce que je voulais que tu comprennes, que tu ressentes ce que c'est de perdre le contrôle de sa propre vie, de ne plus savoir où on en est, de ne plus se reconnaître. Et l'huile pimentée, il a grimacé de douleur rien qu'en y pensant. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Parfaitement. Je me suis levée, calmement. Je t'ai fait ressentir une fraction de la brûlure que tu m'as infligée. Sauf que la tienne, elle a duré quelques heures. La mienne, elle dure depuis des mois. Je suis désolée, Myriam. Je te jure, c'est fini avec Léa. Je ne la reverrai plus. Je sais que tu ne la reverras plus, ai-je dit en m'approchant de lui. Parce que tu as trop peur maintenant. Trop peur de ce qui pourrait t'arriver la prochaine fois. La prochaine fois? Il a dégluti péniblement. S'il y avait une prochaine fois, Henri. Je l'ai regardé trembler devant moi. Cet homme qui s'était cru si puissant, si séduisant, si intouchable, et n'était plus rien. Juste un Harry, pris en faute, humilié, terrorisé. « Va te coucher, je dis doucement. Tu as besoin de repos. Et prends tes vrais somnifères ce soir, ceux que le médecin t'a prescrits, plus mes petites préparations. » Il a hoché la tête mécaniquement. Tu vas arrêter maintenant? Ça dépend de toi, Henri. Ça a toujours dépendu de toi. Il est remonté à l'étage. J'ai entendu ses pas lourds sur le parquet, la porte de la chambre qui se refermait. Je suis restée seule dans la cuisine et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de regret, de soulagement. Les jours suivants ont été étranges. Un silence pesant s'était installé dans notre maison. Henri marchait sur des œufs. Il ne parlait presque plus. Il partait travailler tôt, rentrait tard, mais vraiment du travail cette fois, plus d'excuses douteuses, plus de parfum de Léa sur ses vêtements. Il avait cessé de prendre ses compléments. Je les avais trouvés dans la poubelle de la salle de bain 3 jours après l'incident. Il n'osait même plus y toucher. Un matin, alors qu'il prenait son café en silence, je me suis assise en face de lui. « Henri, nous devons parler. » Il a levé les yeux, inquiet. « De quoi ? » ?»« De notre avenir. »« Tu veux divorcer ?» J'ai réfléchi un instant. « Non. » Il a cligné des yeux, surpris. « Non. »« Non. Mais les choses vont changer. Radicalement. » Je ferai tout ce que tu veux. Je sais. J'ai bu une gorgée de mon thé. Premièrement, tu vas consulter un thérapeute, un vrai, pour comprendre pourquoi tu as détruit 23 ans de mariage. Il a hoché la tête. Deuxièmement, tu vas devenir transparent. Je veux avoir accès à ton téléphone, tes emails, tes comptes. Tout. D'accord. Troisièmement, tu vas être présent. Vraiment présent. Plus de sorties inexpliquées. Plus de mensonges. Je te le promets. Et quatrièmement, j'ai planté mon regard dans le sien.
Tu vas vivre chaque jour avec la conscience de ce que j'ai été capable de faire. Parce que si jamais, Henri, si jamais tu recommences, je ne me contenterai pas d'huile pimentée. » Il a pâli. Je comprends. Bien. Maintenant, finis ton café. Tu vas être en retard au travail. » Il s'est levé maladroit et a quitté la maison sans un mot. Léa avait disparu du paysage. Je ne la voyais plus dans la rue. Plus de jogging matinal, plus de bodybuilding exhibé sur le pas de sa porte. Ses rideaux restaient fermés même en plein jour. Un samedi matin, j'ai croisé son mari dans la rue. Il sortait faire des courses, l'air épuisé. « Bonjour », l'ai-je salué poliment. « Oh, bonjour Myriam. Comment allez-vous ?»« Très bien. Et vous ? Et Léa ?» Son visage s'est assombri. « Léa, elle ne va pas très bien en ce moment. Elle est, comment dire, très nerveuse, anxieuse. Elle refuse de voir du monde. »« Oh, c'est dommage. C'est depuis longtemps ? » ?»« Quelques semaines. Depuis... Enfin, je ne sais pas exactement. Elle ne veut pas en parler. Elle devrait peut-être consulter quelqu'un. Le stress peut avoir des effets terribles sur la santé. C'est ce que je lui dis, mais elle refuse. Elle dit que ça va passer. J'ai hoché la tête, compatissante. Dites-lui que si elle a besoin de parler, je suis là, entre voisines. C'est gentil. Je lui dirai. Il s'est éloigné vers sa voiture. Je suis rentrée chez moi. Léa ne viendrait jamais me parler. Elle savait. Peut-être pas tout, mais elle savait assez pour comprendre qu'elle avait joué à un jeu dangereux et qu'elle avait perdu. 2 mois plus tard, j'ai vu un panneau « à vendre » devant leur maison. Ils déménageaient. J'ai souri en arrosant mes fleurs. Certains problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Cela fait maintenant 6 mois. 6 mois depuis cette nuit de février où j'ai découvert la trahison. 6 mois depuis que j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie. Henri est devenu l'homme qu'il aurait toujours dû être. Présent, attentif, fidèle. Il suit une thérapie chaque semaine. Il rentre à la maison tous les soirs. Il ne regarde plus les autres femmes dans la rue. Parfois, je surprends une lueur dans son regard. Une lueur de peur, de respect, de compréhension. Il sait désormais qui je suis vraiment. Pas la femme effacée, discrète, compréhensive qu'il croyait pouvoir piétiner sans conséquence. Une femme forte, intelligente, capable de tout. Léa et sa famille ont déménagé il y a 3 mois, dans une autre ville, loin du Havre, loin de nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur couple. Je ne sais pas si elle a avoué. Mais je sais qu'elle ne reviendra jamais. Moi, je continue ma vie. J'enseigne, je corrige mes copies, je jardine, je souris à mes voisins. Personne ne se doute de rien. Pour eux, je suis toujours Myriam, la maîtresse d'école gentille et discrète. Mais je ne suis plus la même. Je ne le serai plus jamais. J'ai appris que la gentillesse n'est pas de la faiblesse, que la patience peut être une arme redoutable, que le silence peut être plus puissant que les cris. Henri ne me trompera plus jamais, parce qu'il sait ce que je suis capable de faire. Et surtout, il sait que la prochaine fois, ce sera pire. Beaucoup pire. Et vous, qui m'écoutez aujourd'hui, de quelle région ou quel pays nous écoutez-vous ? Nous aimons savoir où voyagent nos histoires, où résonnent ces vérités que nous partageons. Laissez-nous un petit mot en commentaire, parce que certaines histoires méritent d'être entendues. Partout, par toutes celles qui ont été trahies, humiliées, sous-estimées. Nous sommes plus fortes qu'ils ne le pensent. Et nous n'oublions jamais. Nos amis, nos proches et même notre famille peuvent parfois nous décevoir, nous écœurer par leur comportement, leurs actions. Mais n'oubliez pas, le jour où vous affronterez une situation semblable, que parfois, le silence cache la pire des trahisons, même s'il cache aussi la plus redoutable des vengeances. On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais parfois elle se déguste brûlante,
dans l'intimité, dans la honte, dans le silence d'un secret qu'on ne peut partager. Les trahisons nous brisent, mais elles peuvent aussi nous forger, faire de nous des femmes plus fortes, plus lucides, plus déterminées. Myriam n'a pas hurlé, elle n'a pas pleuré en public, elle n'a pas détruit de vie de manière spectaculaire, même s'il est vrai qu'elle aurait pu être plus audacieuse vis-à-vis de Léa. Mais voilà, Myriam a remonté le problème à la source originelle, qui n'était autre que son mari. Alors pourquoi faire souffrir plus de personnes que nécessaire? Ce que Myriam ne vous a pas raconté dans cette histoire, c'est qu'elle a vu Léa perdre confiance en elle suite au problème dysfonctionnel d'Henri, ce qui était déjà en soi, comment pourrait-on dire, la cerise sur le gâteau. Elle a simplement remis les choses à leur place, avec méthode, avec intelligence, avec une justice qui ne devait rien aux tribunaux, mais tout à sa propre détermination. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une femme discrète, gentille, effacée, souvenez-vous de Myriam. Souvenez-vous que derrière le silence peuvent se cacher des forces insoupçonnées, et que sous-estimer une femme blessée est la plus grande erreur qu'un homme puisse commettre. Le feu ne hurle pas, il consume. Et parfois la brûlure est la seule leçon qui reste gravée à jamais. Merci de nous avoir écoutés. Et nous vous donnons rendez-vous dès demain pour un nouveau récit. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air. Et un abonnement à notre chaîne serait très apprécié pour nous permettre de continuer dans cette voie et vous offrir toujours de plus belles histoires. À très bientôt.